Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal, en cette soirée du mardi 25 novembre 2025. Dans les actualités de ce jour, 25 novembre, journée internationale pour l'éradication des violences à l'égard des femmes, autrement appelée Orange Day. Le 25 novembre marque également le lancement des 16 jours d'activisme visant à mener des actions concrètes liées à la lutte contre les violences. Depuis 2019, l'Orange Day bénéficie chaque année d'une attention particulière sous l'impulsion de Madame Mial Radzuiln, épouse du président Andrzej Radzuiln et championne de la lutte contre les violences basées sur le genre. Reportage signé Mervoulasfir. Depuis 2019, le 25 novembre bénéficie d'une attention particulière et symbolique consacrée à la lutte contre les violences à l'égard des femmes sous le leadership de la première dame Mial Radzuiln. L'Orange Day a été instauré par les Nations Unies afin de rendre hommage aux innombrables femmes à travers le monde victimes de violences. La couleur orange a ainsi été choisie par l'Organisation des Nations Unies pour symboliser la solidarité dans ce combat sociétal, représentant l'espérance d'un avenir meilleur pour toutes les femmes. Depuis 2019, l'agence onusienne chargée de la population, l'UNFPA, a désigné Mial Radzuiln championne de la lutte contre les violences basées sur le genre. Parmi les avancées majeures enregistrées durant cette période figure notamment l'adoption par le Parlement de la loi encadrant la lutte contre les VBG, loi désormais en vigueur. À Madagascar, les femmes et les jeunes filles représentent 50,6% de la population, soit environ 14 millions de personnes. Selon les statistiques, une femme sur 3 est victime ou a déjà été victime de violences au cours de sa vie et 13,7% sont touchés par les violences sexuelles. Il convient de rappeler que ces violences se manifestent sous diverses formes, physiques, psychologiques, économiques. Les jeunes filles et les femmes demeurent les principales victimes, nombreuses étant celles qui n'osent pas encore dénoncer les abus subis et préfèrent souffrir en silence. C'est pour répondre à cette situation que Mial Radzuiln et l'association FITI qu'elle préside ont créé le centre de prise en charge intégré de Mamassen, inauguré le 25 novembre 2019. Ce centre accueille les victimes, recueille les plaintes et signalements, offre des soins de santé et regroupe des unités spécialisées telles que la brigade féminine de proximité, le pool des avocats ainsi que des psychologues. En outre, le centre a dispensé diverses formations professionnelles destinées aux femmes et jeunes filles prises en charge, leur permettant d'acquérir une autonomie économique et de contribuer pleinement à la vie familiale et communautaire, tout en favorisant leur réinsertion sociale. Selon les chiffres, environ 12 000 personnes ont été accompagnées par le CPCI de Mamassen depuis sa création en novembre 2019 jusqu'en septembre de cette année. L'année 2019 a également vu la création de la première brigade féminine de proximité, une unité de la police nationale dédiée à la protection des femmes et des jeunes filles. L'engagement de Mial Radzuiln, conjugué aux actions des différents mécanismes mis en place et à la mobilisation des partenaires nationaux et internationaux, a permis aux femmes de franchir un cap important, briser le silence et dénoncer les violences dont elles sont victimes. Même au sein de la communauté, les mentalités ont évolué, encourageant davantage des personnes à briser l'omerta face aux violences. C'est justement en raison de son dévouement envers les femmes et les jeunes filles victimes que l'UNFPA l'a désignée championne de la lutte contre les violences basées sur le genre dès 2019, un rôle qu'elle a assumé avec constance et engagement durant 6 années consécutives. L'Orange Day marque également le lancement officiel des 16 jours d'activisme, une période de mobilisation intensive du 25 novembre au 10 décembre. Durant ces 16 jours, des actions concrètes sont menées, campagnes de sensibilisation, formation, messages éducatifs et préventifs, avec pour objectif ultime la protection des femmes et des jeunes filles survivantes de violences.
Et ce qui fait l'actualité d'aujourd'hui également, c'est l'événement Viva Football Vétéran. Nous allons vous présenter aujourd'hui les résultats du groupe B du tournoi de foot à 7 organisé justement par la chaîne Viva, destiné aux plus de 40 ans. Le tournoi Viva Football plus 40 ans. Le club taxi agréé IVAT a été éliminé dans ce groupe B, tandis que les équipes de Allsport et FC Timbach se sont démarquées. Reportage de Anzara Donarville. Dans ce groupe B évoluait Taxi agréé IVAT, une grande équipe déjà connue lors du Viva Football Inter-Entreprise. Elle participait cette fois à la version réservée aux joueurs de plus de 40 ans. Cependant, Taxi agréé IVAT, en maillot rouge, n'a décroché aucune victoire dans ce groupe. Lors du premier match, ils se sont inclinés 2-0 face à Allsport qui a marqué dès la première minute du jeu. Peu après, Allsport a inscrit un second but, clôturant le match sur un score de 2-0. De son côté, Allsport devait absolument gagner pour améliorer son classement dans le groupe. Ce sont Allsport et FC Timbach qui terminent en tête et se qualifient. Voici ainsi les résultats du groupe B. Vitaplast a vaincu Taxi agréé IVAT sur un score de 2-1. FC Timbach a vaincu Taxi agréé IVAT sur un score de 2-1. Vitaplast a été vaincu par FC Timbach sur un score de 2-0. Et Allsport et FC Timbach ont fait match nul 0-0. Et Allsport a vaincu Vitaplast sur un score de 2-0. Sur le classement final, voici les points. Allsport 9 points, FC Timbach 6 points, Vitaplast 3 points, Taxi agréé 0 points. Allsport et FC Timbach sont donc qualifiés pour les quarts de finale. Demain, nous vous présenterons les résultats du groupe C dans le cadre du Viva Football plus 40 ans, également appelé Viva Football Vétéran. Et dans les actualités politiques, plus d'une semaine après l'incarcération provisoire de Rina Rakoutoumang, son avocate a pris la parole hier pour annoncer que les accusations portées contre sa cliente ne sont pas fondées. Selon elle, la demande de libération provisoire de Rina Rakoutoumang, bien que remplissant les conditions nécessaires, a également été rejetée par le tribunal. Elle a souligné que l'affaire ne relève plus uniquement de la sphère judiciaire, mais qu'elle est en train de se politiser. De plus, elle a été révélée que Rina Rakoutoumang souffre de problèmes de santé en prison et que les conditions de sa détention ne respectent pas les normes établies. Reportage sur les images de Zahra Djianso. L'incarcération provisoire de Rina Rakoutoumang, une collaboratrice de longue date du président Al-Radzuil, est l'un des sujets qui fait actuellement la une. Hier, après une semaine de silence, son avocate a pris la parole et a affirmé que les accusations portées contre son cliente étaient infondées et que l'affaire dépassait le cadre purement judiciaire pour se transformer en un sujet politique. Même la demande de libération provisoire a été rejetée par le tribunal, a précisé l'avocate. Elle a également abordé les conditions de détention de Rina Rakoutoumang, précisant que sa santé se détériore en prison. Bien qu'elle soit placée parmi plusieurs centaines d'autres détenus, elle ne se plaint pas de la situation. Pour rappel, Rina Rakoutoumang fait actuellement face à des accusations de corruption et de détournement de fonds publics, notamment en lien avec sa gestion de Madagascar Airlines lorsqu'elle occupait la présidence du conseil d'administration de la compagnie. Et dans l'éditorial de ce jour, on ne distingue toujours pas clairement jusqu'à présent la véritable nature du régime actuel, ce qui entretient un flou général de la perception que l'on en a. Il ne s'agit ni réellement d'un gouvernement de transition, ni d'un gouvernement avec à sa tête un élu par le peuple, ni d'une junte militaire. Pourtant, on le qualifie de régime transitoire. Dès lors, que doit-on en attendre s'il s'agit véritablement d'une transition? Sa première mission devrait être de mener à bien l'organisation des assises nationales pour élaborer de nouvelles structures et de préparer les prochaines élections. Jean-Claude Adjemalal. Où ce régime compte-t-il mener le pays? C'est la question que tout le monde se pose, en particulier ceux qui affirment avoir lutté et espéré un changement, mais qui constatent aujourd'hui qu'aucune amélioration n'a eu lieu. Bien au contraire, la situation s'est encore dégradée, disent-ils. Pour rappel, le régime actuellement en place a été présenté comme une transition, c'est-à-dire un gouvernement chargé d'assurer la continuité de l'État, de préparer les assises nationales en vue des réformes et d'organiser des élections. On ne peut nier que ce gouvernement n'est aux commandes que depuis quelques mois, mais il bénéficie d'un avantage. Les infrastructures destinées à résoudre les problèmes d'électricité et d'eau avaient déjà été mises en place sous le régime Radzuil. Il ne lui restait qu'à les faire fonctionner.
Or, les coupures d'eau et d'électricité avaient été le principal catalyseur des manifestations et du renversement du régime Radziwiłł. La population souffre aujourd'hui encore davantage. Les interruptions dans l'approvisionnement d'électricité et d'eau potable se multiplient sur les eaux de terre. Normalement, dès sa prise de fonction, un ministre devait connaître les dossiers urgents de son département et s'efforcer de résoudre les problèmes. Pourtant, l'insécurité commence à s'installer discrètement à cause de l'obscurité et la perte d'emploi causée par la crise. Ce que la population attend, ce ne sont ni des discours ni des explications, mais des solutions concrètes aux problèmes quotidiens. Par ailleurs, les responsables continuent d'affirmer vouloir appliquer une politique d'austérité. Pourtant, à en juger par les nominations à des postes élevés, les dépenses publiques semblent plutôt augmenter. Sur les réseaux sociaux, ceux qui affirment avoir lutté pour le changement expriment sans relâche leur déception et leur désillusion. Si la situation actuelle persiste, les conditions de vie de la population risquent de plonger encore plus profondément dans la précarité et le pays pourrait s'enfoncer davantage dans le chaos. Il est également indéniable que pour tous les régimes de transition successifs qu'a connus Madagascar, il est difficile de convaincre les partenaires étrangers d'apporter leur soutien, la légitimité de ces gouvernements n'étant pas démocratique. À ce jour, une question demeure. S'agit-il réellement d'un régime transitoire ou certains ministres considèrent-ils déjà qu'ils font partie d'un gouvernement légitime issu d'un processus démocratique? Dans les actualités économiques, les opérateurs du secteur des télécommunications à Madagascar n'envisagent pas de baisser le prix de l'Internet tant que l'État ne supprime pas les taxes avoisinant les 215 milliards d'ariars qui leur sont imposés. De son côté, l'État affirme qu'il ne le peut pas car cela fragiliserait les finances publiques. L'État restera-t-il sans mesure face à cette situation alors que l'usage d'Internet ne cesse d'augmenter et devient une nécessité à Madagascar? Les détails avec Ruth Christelle Rakut-Malal. Seulement 6,6 millions, soit 20,4% des Malagasy, ont accès à Internet au début de l'année 2025 et 70% d'entre eux utilisent les données mobiles. Ce taux est en hausse puisqu'il n'était que 4,9 millions en 2022. Madagascar reste néanmoins parmi les derniers pays africains en matière d'accès à Internet. À cela s'ajoute une qualité de connexion encore faible, avec un débit moyen d'environ 31,85 mégabits par seconde, selon les données de Data Reportal. Pendant ce temps, le prix du giga s'élève à 1,19 $, soit environ 4802 ariars, ce qui représente 3,03% du PIB par habitant. Or, selon l'UIT, l'Union internationale des télécommunications, le coût du giga ne devrait pas dépasser 2% du PIB par habitant. Il est donc logique que la population réclame une baisse du prix de l'Internet à Madagascar. Cependant, aucun terrain d'entente n'a encore été trouvé entre la République de la Refondation et les 3 opérateurs fournissant l'accès Internet. Ces derniers exigent en effet la suppression des taxes d'environ 215 milliards d'ariars, comprenant les droits d'accise, les taxes sur les transferts d'argent, ainsi que les taxes sur les téléphones vendus à moins de $100. L'État, pour sa part, affirme que cela est impossible, car cette somme équivaut au budget d'un ministère entier. Allons-nous vers une absence totale de compromis au détriment de la population malagasy? Et justement, les 215 milliards d'ariars annoncés par les ministres participant à l'émission spéciale diffusée hier à la télévision nationale ne sont pas exacts selon la déclaration faite aujourd'hui par l'Association des opérateurs en télécommunications ou GMT. Au contraire, ces derniers visent à injecter 400 milliards d'ariars dans les caisses de l'État d'ici 2026 si l'on se fie à cette déclaration. Toujours un reportage de Ruth Christelle Rakut-Malal. Les opérateurs regroupés dans le secteur des télécommunications à Madagascar au GMT ont exprimé aujourd'hui leur mécontentement suite à l'émission spéciale d'hier où les responsables de 4 ministères ont abordé la question de l'Internet à Madagascar. Selon leur déclaration, ils regrettent de ne pas avoir été invités. Ils ont également expliqué que plusieurs facteurs contribuent à la hausse des tarifs Internet locaux, notamment les taxes élevées par rapport à d'autres pays africains, le coût élevé de l'énergie et le déséquilibre entre l'euro et l'ariar. Il y a également une concurrence déloyale selon eux, car certains opérateurs échappent aux taxes et aux redevances, agissant de manière illégale. Le GMT a reconnu avoir demandé la suppression de certaines taxes, mais le montant total n'est pas de 215 milliards d'ariars.
Il vise à injecter 400 milliards d'ariars dans le trésor public d'ici 2026 et à réduire le coût de l'Internet. Selon toujours les informations, le GMT est prêt à dialoguer avec l'État pour résoudre les problèmes liés à l'Internet. C'est ce qui nous conduit à présent aux actualités diverses. La recherche des fournisseurs de stupéfiants se poursuit après l'arrestation de 18 individus surpris en pleine consommation et en possession de drogue le 28 novembre dernier à Inquirir et Touamas. La consommation et la vente de stupéfiants touchent aujourd'hui un nombre croissant de jeunes dans notre pays. Reportage de Felna Soul et Louvanante Nain, notre correspondante à Touamas. 18 personnes ont été arrêtées dans un lieu soupçonné d'être un espace de consommation de drogue à Inquirir Thomas le 23 novembre 2025 dans la soirée. C'est grâce à une information faisant état de l'existence d'une maison servant potentiellement à la consommation de stupéfiants que la police a pu mettre en place un dispositif de surveillance et effectuer une perquisition. Lors de la fouille de la maison, les forces de l'ordre ont arrêté ces 18 personnes, 17 hommes et une femme. Un sac en plastique contenant du cannabis a également été découvert. Ces individus ont été immédiatement conduits au commissariat du 1er arrondissement pour y être auditionnés afin d'identifier les fournisseurs et les revendeurs. Il était rappelé que la consommation, la détention, la fourniture et la vente de stupéfiants sont interdites par la loi et passibles d'emprisonnement. Restons toujours dans cette page faits divers pour continuer ce journal. Hier, vers 15h15, alors que la pluie tombait fortement, une maison du village d'Antarachakeli, Sadabe, district de Manzakanjin, a été frappée par la foudre et a pris feu. Il n'y a eu ni mort ni blessé, mais des biens ont été détruits. Plus de 5 sacs de riz paddy, tout le plafond en bois de l'étage, 150 000 ariars, un bidon, ainsi que de nombreux autres effets. Les voisins ont uni leurs efforts pour éteindre l'incendie et sauver ce qui pouvait encore l'être, notamment des meubles et des ustensiles de cuisine. Il a fallu plus d'une heure pour maîtriser totalement les flammes. Madagascar est déjà en avance en matière de gestion de catastrophes naturelles, selon la déclaration du directeur général du BNGRC lors de l'ouverture de l'atelier sur la gestion des risques de catastrophes, réunissant aujourd'hui les pays membres de la SADC. Parmi les facteurs de réussite figurent les mesures mises en place avant l'arrivée des catastrophes menées justement avec les partenaires. Les explications avec Fadesena Mireille sur les images de Sechanjiramp. Grâce aux nombreux ateliers auxquels Madagascar a déjà participé, il a été possible de constater que le pays est en avance par rapport aux autres nations dans la gestion des catastrophes naturelles. Les partages d'expériences n'ont pas eu lieu seulement au sein de la SADC, mais également en Europe et en Afrique. La collaboration avec d'autres pays dans le domaine de la gestion des catastrophes se poursuit. Un fonds national de contingence a également été mis en place à Madagascar et le pays n'est pas seul à y contribuer financièrement. Le sommet de l'Afrique australe pour les actions anticipatoires a débuté aujourd'hui à Antananarivo et durera 3 jours. Il réunit les pays membres de la SADC en collaboration avec le BNGRC, l'IFRC, la FAO et le PAM. Passons toujours dans cette page sociale. Ce matin, une partie des employés de la SMA ou la Société municipale d'assainissement ont déjà repris le travail. Hier, une discussion a eu lieu entre la maire de la commune urbaine d'Antananarivo et les représentants des employés de la SMA suite à leur mouvement de grève. Des préparatifs sont également déjà en cours au niveau de la commune urbaine d'Antananarivo en vue des festivités du mois de décembre. Reportage toujours de Fadesena Mireille et Sechanjiramp. Les employés de la commune urbaine d'Antananarivo sont peu moins de 1500, auxquels s'ajoutent ceux des sociétés municipales. Selon la maire d'Antananarivo, la réalisation des travaux et l'augmentation du salaire des employés dépendent fortement du paiement des impôts par les habitants de la capitale. Une campagne de sensibilisation pour inciter les citoyens à s'acquitter de leurs impôts sera ainsi renforcée. En vue des festivités du mois de décembre, des mesures ont également été mises en place par la commune urbaine d'Antananarivo. La sensibilisation de la population au paiement des impôts aura lieu avant le 15 décembre. Mesdames et messieurs, passons à présent aux actualités internationales. Le gouvernement taliban a assuré aujourd'hui, mardi 25 novembre, qu'il riposterait de façon appropriée et en temps voulu aux frappes imputées au Pakistan ayant fait 10 morts et des blessés en Afghanistan, interrompant une trêve fragile officiellement toujours en vigueur. France 24. Eh bien, nous attendons toujours des autorités pakistanaises qu'elles confirment les frappes, ce qui n'a pas encore été fait. En revanche, le porte-parole du gouvernement afghan a déclaré que le Pakistan avait mené des frappes dans au moins 3 provinces du sud et du sud-est de l'Afghanistan.
Kunar, Rost et Paktika. Il a indiqué qu'une des frappes a effectivement touché la maison d'un civil, tuant 10 personnes, dont une femme et 9 enfants. En tout cas, ce que l'on peut dire des secteurs visés, c'est qu'ils se situent tous en zone frontalière. Selon Islamabad, c'est une zone qui abriterait historiquement une forte présence de talibans pakistanais. Ces frappes interviennent le lendemain d'une attaque terroriste meurtrière contre le siège d'une force paramilitaire fédérale à Peshawar. C'est la capitale de la province pakistanaise de Khyber Pakhtunkhwa, ville de près de 2,5 millions d'habitants située à 180 km d'Islamabad. L'agence de presse publique du Pakistan, l'Associated Press of Pakistan, a rapporté hier soir que 3 terroristes impliqués dans l'attaque étaient de nationalité afghane. Même si les autorités pakistanaises n'ont pas encore confirmé ces frappes, nous avons observé à plusieurs reprises récemment qu'après une attaque majeure sur le sol pakistanais, le pays mène des frappes à l'intérieur de l'Afghanistan, affirmant cibler des militants anti-pakistanais basés du côté afghan des zones frontalières. L'Ukraine, comme la Russie, en fait état ce matin de frappes aériennes massives sur leur territoire, avec au moins 6 morts côté ukrainien et 3 morts dans la région russe de Rostov. Ces nouvelles attaques interviennent alors que la Russie a rejeté hier lundi une contre-proposition européenne au plan américain de Donald Trump pour mettre fin au conflit, plan considéré comme largement favorable aux intérêts russes. France 24. Et le Venezuela a qualifié hier lundi 24 novembre la désignation par Washington du cartel des Soleils comme organisation terroriste de nouveau et ridicule mensonge visant à justifier une intervention militaire illégitime en pleine crise entre les deux pays. France 24. Sur cette base militaire américaine de Porto Rico, ces avions enchaînent les tests. Se préparent-ils pour une attaque non loin de là, au Venezuela ? La menace est en tout cas toujours aussi forte. Nouvelle étape de cette tension entre les deux pays, l'annonce par Washington de désigner le Cartel des Soleils comme organisation terroriste. Dans les rues de Caracas, chaque décision américaine est scrutée de près, même si on ne veut pas croire à une possible attaque. Je ne veux pas imaginer le pire scénario, celui dans lequel ils nous envahiraient ici au Venezuela. C'est vrai que c'est assez étouffant, mais malgré tout, le peuple vénézuélien continue d'aller de l'avant. Le Cartel des Soleils est une organisation obscure dont l'existence n'est pas claire. Washington affirme que le président vénézuélien Nicolás Maduro serait directement à la tête de ce gang supposé de narcotrafiquants. Caracas évoque un mensonge qui servirait de prétexte à une attaque américaine. Qu'importe ce qu'ils font, comment ils le font, où ils le font, ils ne seront pas capables de battre le Venezuela. Nous sommes invincibles. Jusque-là, les États-Unis ont frappé en mer des bateaux de narcotrafiquants présumés. Face à la pression américaine de plus en plus forte et au risque d'une intervention militaire, de nombreuses compagnies aériennes ont décidé d'annuler toutes leurs liaisons avec le Venezuela. Mesdames et messieurs, clap de fin de ce journal. Nous vous remercions de votre fidélité. Très bon suivi de programme et très bonne soirée sur Viva. Au revoir.